la contamination. Donc, moi, ma thématique principale, c'est de m'intéresser au compartiment atmosphérique. Donc, je vous présente, pardon, je vous donnerai pas mal d'exemples quand même sur des problèmes de contamination atmosphérique qui concernent les pesticides, avec des exemples à la fois en zone rurale et en zone urbaine. Alors, euh, un titre introductif, la France, c'est le quatrième pays pour l'utilisation des pesticides. Et donc cette utilisation intensive de pesticides, même si elle tente à se diminuer de plus en plus actuellement, génère une contamination des milieux. Alors tous les milieux sont concernés, hein, c'est pas seulement les eaux, mais c'est aussi le sol et l'air, puisque beaucoup d'applications de pesticides se font par pulvérisation. Donc forcément, l'atmosphère est un des milieux qui est contaminé. Et et ce milieu est intéressant parce que c'est lui qui est un peu le vecteur de la dissémination de la contamination sur des distances ou sur d'autres milieux comme l'eau et les sols. Alors vous avez une grande variété de pesticides, hein, ça tout le monde le sait, qui est fonction à la fois de la cible, hein, c'est-à-dire soit est-ce qu'on va s'intéresser à lutter contre les insectes, contre des mauvaises herbes, contre des champignons, ou alors on peut aussi classer ces pesticides en fonction de leur formulation chimique. Donc que ce soit des organochlorés, des phosphorés, qui sont essentiellement qui sont des insecticides. Après, vous avez d'autres produits qui sont comme des triazines, qui sont des herbicides, des triazoles. Donc là, ce sont des fonctions chimiques qui sont souvent en relation avec le mode d'action de ces produits. Donc, qu'est-ce qui va se produire quand on va contaminer en fait le milieu aérien? Et ben en fait, c'est suite à un processus d'échange, à des processus d'échange entre la croûte terrestre et l'atmosphère. Donc vous allez avoir pas mal de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Je vais essayer de vous les présenter au fur et à mesure. Bien entendu, c'est déjà la quantité épandue. Plus on va mettre de pesticides, forcément, plus on a de chances de contaminer l'air. Les techniques d'épandage sont aussi un facteur très important. Il est évident que quand un pesticide va être appliqué directement dans le sol, les risques de transfert vers le milieu aérien sont beaucoup plus faibles que si on va prendre un pulvérisateur, hein, qui va projeter des gouttelettes de produits sur la végétation par exemple. Et après, bien sûr, plus spécifiquement au niveau chimique, les produits phytosanitaires ont des propriétés physico-chimiques qui sont propres à leur structure moléculaire. Donc ça va être la solubilité, leur volatilité, leur persistance dans le milieu, qui vont être bien sûr des facteurs qui vont jouer sur cette contamination plus ou moins importante. Alors, quand on s'intéresse au transfert des pesticides suite à l'application, la première chose qui se produit, bien sûr, on applique. On va appliquer des pesticides sur des cultures. Un des premiers phénomènes qui va rentrer en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle la dérive. C'est-à-dire que généralement les gouttelettes, alors ça c'est bien sûr, ce sont dans le cas d'application par pulvérisation, c'est la dérive, c'est-à-dire que c'est le vent qui va entraîner des gouttelettes de produits phytosanitaires à l'extérieur de la culture par le vent. Ces gouttelettes vont retomber au niveau du sol. Alors elles vont tomber au niveau du sol, au niveau de la culture, bien entendu, mais elles peuvent être aussi transférées vers le sol hors des cultures, où là, il va y avoir des échanges entre la phase liquide, la phase gazeuse et la phase particulière du sol. Donc ça va générer une contamination des sols, qui peuvent aussi se transférer vers les eaux souterraines. Et lorsque ces pesticides vont arriver au niveau du sol, il va y avoir des phénomènes d'absorption, d'accumulation et de dégradation, en partie par les micro-organismes. Il va y avoir aussi éventuellement des phénomènes de ruissellement, c'est-à-dire que les pesticides sont sur le sol, il se met à pleuvoir, il peut y avoir transfert de ces pesticides par exemple vers des cours d'eau. C'est un des phénomènes qui peut être entré en ligne de compte. Et lorsqu'il ne pleut pas, il peut y avoir ce qu'on appelle l'érosion éolienne, c'est-à-dire que les pesticides ont été appliqués, sont sur le sol, et lorsqu'il y a du vent, des micro-particules de sol peuvent être remises en suspension par le vent et être transférées comme ça hors des cultures. Bon, l'érosion éolienne, on le reverra, ça représente à peu près 1% des transferts. Hein, c'est pas le phénomène le plus important, surtout si vous avez des cultures enherbées, si vous avez beaucoup de végétation par exemple. Sur des sols nus, effectivement, elle risque d'être plus importante. Après, vous avez un troisième phénomène qui lui peut être relativement
important, c'est la volatilisation depuis les sols, c'est-à-dire que les pesticides sont appliqués sur les sols ou sur la végétation. Et lorsque ce sont des produits qui ne sont pas pénétrants, c'est-à-dire qu'ils vont rester déposés sur la végétation, ils peuvent repartir vers l'atmosphère par différents phénomènes qui sont liés essentiellement à leur volatilité, aux conditions météorologiques. Et donc, suite à la volatilisation ou à la dérive, les pesticides vont se retrouver dans l'air, où ils vont se partager dans le milieu aérien entre la phase liquide, la phase gazeuse et la phase particulière, un peu l'analogie par rapport à ce qu'il y avait au sol, sur le sol, et être transportés. Donc globalement, plus ils sont résistants à la dégradation, plus ce sont des produits persistants, plus ils risquent d'être transportés sur de longues distances, et essentiellement liés au vent ou aux masses d'air, et soit être dégradés, c'est un des phénomènes qui peut rentrer en ligne de compte et produire des métabolites, soit être redéposés, parfois loin des zones d'application, par les dépôts humides, donc par la pluie essentiellement, et par les dépositions sèches. Alors, cette contamination de l'atmosphère, le premier phénomène, c'est la dérive. C'est ce qu'on a dit, c'est la dérive liée au vent, qui se produit immédiatement pendant l'application et très peu de temps après l'application. Et vraiment après l'application, c'est-à-dire qu'une fois que les produits ont été épandus, c'est la volatilisation et l'érosion éolienne qui sont les deux facteurs prédominants. Le transport, vous avez donc une fois qu'ils sont dans l'air, vous avez effectivement deux grands phénomènes. C'est soit le transport sous forme gazeuse, soit sous forme de particules. Donc ça peut être intéressant plus pour des études environnementales, c'est que essentiellement, quand ils sont associés aux particules, ils sont parfois véhiculés sur des plus longues distances parce qu'ils sont protégés éventuellement de la dégradation ou de la redéposition. La dépose, c'est essentiellement des dépôts humides, des dépôts secs sur plus courte distance, dépôts humides sur des plus grandes distances. Et la dégradation, c'est essentiellement lié à la lumière du soleil, soit directement par la lumière du soleil, soit de manière indirecte par la production d'oxydants atmosphériques, qui sont produits naturellement ou liés à la pollution de l'air. Alors par exemple, pour ce qui est de cette contamination par le transport, c'est-à-dire que les pesticides sont résistants, sont appliqués, sont transportés par les masses d'air, on a des phénomènes de contamination qu'on connaît surtout pour les pesticides, par exemple organochlorés, qui sont des produits qui étaient maintenant interdits depuis longtemps parce que justement ils étaient très résistants à une dégradation. Le temps de demi-vie de certains produits était très très élevé. Et donc ces produits étaient appliqués sur des zones et transportés via les masses d'air sur des longues distances et ils allaient contaminer des zones où a priori aucune application de pesticides avait lieu, comme par exemple les glaces de l'Antarctique. On a retrouvé par exemple du DDT dans les glaces de l'Antarctique. Certains grands lacs canadiens aussi ont été contaminés par des transports de ces pesticides depuis des zones d'application vers les zones de ces grands lacs. Donc la dérive, qu'est-ce que c'est si on veut la caractériser, c'est la fraction de la pulvérisation qui va directement être mise en suspension par les mouvements turbulents de l'air. Et ce sont donc des produits qui ne tiendront jamais le sol. Alors le plus grand facteur qui va jouer sur la dérive, c'est la granulométrie du pulvérisat. C'est-à-dire que plus en fait on va pulvériser des substances phytosanitaires avec des petites gouttelettes, donc des très petites granulométries, plus on a de fortes chances que les produits soient transférés sur de longues distances. Ce qui va limiter la dissémination de ces produits par la dérive, c'est effectivement la granulométrie. Donc plus il y a de grosses gouttes, plus elles vont sédimenter rapidement, donc ça va être limité. Et ça va être aussi effectivement les conditions météorologiques ou les conditions de la typologie du terrain. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des cultures qui sont entourées de végétation, par exemple, ça va limiter parce que les gouttelettes vont être freinées par cette végétation. Donc, on peut par exemple montrer que certains traitements aériens, par hélicoptère ou par avion, sont des phénomènes qui sont très en faveur de la dérive, puisqu'on peut avoir jusqu'à 50% de pertes lorsqu'on va appliquer par ces traitements aériens, alors qu'on va descendre entre 10 et 30%
pour des applications avec des tracteurs. Et maintenant, on peut même descendre beaucoup plus bas parce qu'il y a eu des efforts au niveau de mécanique pour faire des systèmes de pulvérisation qui soient optimisés pour limiter au maximum la dérive. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple de dérive. C'était des mesures qui ont été faites, par exemple, dans une exploitation arboricole. Donc là, ce sont des pommiers. Et vous avez une photo ici du pulvérisateur. Donc ce sont des pulvérisateurs à flux pulsé, c'est-à-dire que le tracteur passe entre les rangées d'arbres et vous avez les produits qui sont appliqués par pulvérisation directement sur les feuilles. Donc, dans le cas de cette étude, on avait mis des préleveurs d'air. On avait mis des préleveurs d'air dans le sens du vent, donc à l'extérieur de la parcelle, pour regarder un peu la dérive, pour essayer de quantifier la quantité de produits qui allaient quitter la culture, l'exploitation, et donc se retrouver en dehors de la zone agricole concernée. Alors, ce qu'on a observé, donc, c'était des produits qui étaient c'était essentiellement des fongicides qui étaient appliqués sur ces pommiers. Et donc, on avait fait effectivement des prélèvements d'air. Donc, vous voyez, toutes les 2 heures, on avait prélevé de l'air toutes les 2 heures. 11h30, c'était la fin de l'application. Toutes les 2 heures, on avait... c'était le début de l'application, pardon. Et on avait, comme ça, fait des prélèvements d'air toutes les 2 heures pour essayer de regarder un peu le déplacement de ce nuage de contamination lié à la dérive. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on n'a jamais détecté les produits qui étaient appliqués sur l'exploitation arboricole, c'est-à-dire que les produits qui étaient appliqués, on savait exactement quelles étaient les molécules qui étaient appliquées à ce moment-là. On ne les a jamais détectés. Par contre, on a détecté 2 autres produits. Un autre produit qui était l'iprodione, qui est un fongicide, mais qui n'était pas appliqué sur l'exploitation arboricole. Et donc, on le voit bien sur l'histogramme. Vous avez effectivement une période où il y a eu une détection relativement importante, et puis après, de nouveau, plus rien. Donc, ça traduisait vraiment le déplacement d'un nuage de pesticides au niveau du préleveur pendant la campagne de mesure. Alors, d'où venait ce produit, cet iprodione qui a été détecté? Tout simplement, il venait d'un champ de colza qui était un peu plus haut que l'exploitation arboricole, et la technique de pulvérisation sur ce champ était vraiment avec un tracteur avec des très petites gouttelettes, qui était propice à la dérive, alors que quand vous regardez ce système d'application sur les exploitations arboricoles, c'est vraiment du flux pulsé qui est projeté sur les feuilles, donc la dérive est fortement limitée, elle quitte de manière relativement mineure les zones cultivées. Un autre exemple de volatilisation. Donc la volatilisation, c'est le deuxième facteur qui rentre en ligne de compte. C'est généralement une évaporation d'une fraction des pesticides qui sont présents à la surface des sols ou des plantes. C'est souvent lié aux propriétés physico-chimiques intrinsèques de la molécule. Est-ce que c'est une molécule volatile, très soluble, peu soluble? Est-ce qu'elle va s'absorber fortement sur les surfaces? Ça peut limiter la volatilisation. Et c'est lié aussi effectivement à des phénomènes climatiques qui sont liés en fait généralement aux variations de température qui se produisent au niveau de la culture. Donc, on peut obtenir ce type de schéma de volatilisation quelques heures après l'application. Donc, on considère que les molécules se sont déposées sur le sol. Donc, c'est un sol nu, c'était un champ de maïs. Enfin, il y avait des pousses, c'était vraiment une petite taille en début de croissance du maïs. Et on voit que donc on a fait des prélèvements toutes les 4 heures au niveau de cette parcelle. Et on voit que au début, tout de suite après l'application, forcément, les concentrations dans l'air sont relativement élevées. Elles diminuent très très rapidement. Et puis elles réaugmentent le jour suivant, pour rebaisser de nouveau et réaugmenter. Donc elles augmentent la journée et elles diminuent la nuit, elles réaugmentent la journée, elles diminuent la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait sur 3 jours. Et on voit très bien la corrélation avec la température de l'air. C'est-à-dire que dès que la température de l'air diminue, la volatilisation tend à diminuer parce que les produits vont pas se volatiliser, il n'y aura pas de vaporisation du produit. Dès que la température de l'air va augmenter, il y aura tendance à ce que les produits se
se réaugmente, hein, et se retrouve vers l'atmosphère avec éventuellement un transport par le vent. Pour vous montrer une illustration de, de mesures qui ont été faites lors des applications. Donc là, il y a des mesures qui ont été faites sur 3 sites, 2 sites un peu presque ruraux. Enfin, Kaispolsheim, c'est un site qu'on peut considérer comme rural, et Strasbourg. Donc on voit que lorsqu'il y a eu des applications de produits en zone agricole, on mesure parfois des contaminations en zone urbaine, où là, il n'y a a priori pas d'application, en tout cas pour des produits agricoles. Et par contre, les contaminations sont beaucoup plus faibles en zone urbaine qu'en zone rurale, tout simplement parce que là, il y a un déplacement des produits avec une diminution des concentrations. On observe par contre une forte saisonnalité pour ces produits, c'est-à-dire que globalement, quand il n'y a pas d'application, les produits, on les détecte quasiment jamais. En tout cas pour les molécules utilisées actuellement, hein, qui sont homologuées en agriculture. Et on va retrouver, dès qu'il y a l'application, une augmentation des concentrations dans l'air. Et dès que les périodes d'application sont terminées, on va retrouver le même phénomène, c'est-à-dire une diminution très importante des concentrations. Donc vous voyez un profil saisonnier lié à l'utilisation de ces produits, hein, c'est-à-dire que dès qu'on applique, ça augmente. Dès qu'on arrête d'appliquer, les concentrations diminuent. Concentration plus forte en zone rurale et plus faible en ville. On observe par contre pas le même phénomène pour des produits qui sont rémanents, comme le lindane. Hein, le lindane est un insecticide qui a été interdit depuis les années 80. Par contre, il est rémanent, c'est-à-dire que c'est une molécule qui a été tellement appliquée qu'on va retrouver encore sous forme de traces à très très faible concentration. Par contre, là, vous voyez qu'il n'y a pas de profil saisonnier, c'est-à-dire que qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, on a à peu près les mêmes niveaux de concentration et la contamination est relativement constante tout au long de l'année. Il n'y a pas de phénomène de saisonnalité. Si vous regardez le schéma d'en dessous pour le diuron, vous avez des applications ce produit était utilisé, je crois qu'il l'est encore un petit peu partiellement en zone urbaine pour des herbages, des applications en zone urbaine. Donc vous voyez très bien que là, par contre, ce sont les concentrations en zone urbaine qui sont plus importantes, puisque ce produit a été fortement appliqué dans les zones urbaines. On peut observer le même phénomène de saisonnalité si on fait des mesures d'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, c'est quoi? C'est des produits qui sont reprécipités au sol lorsqu'ils sont dans l'air à partir du moment où il pleut. Et là, de la même manière que pour les concentrations dans l'air, on voit un profil très saisonnier lié à l'utilisation. Dès qu'il y a application et qu'il se met à pleuvoir, vous avez une détection qui augmente dans les échantillons d'eau de pluie qui sont collectés. Dès qu'on arrête l'application, on les détecte plus ou quasiment plus. Donc là aussi, par contre, profil saisonnier qui coïncide avec ce qu'on avait dans l'air, c'est-à-dire qu'on a à la fois des produits dans l'air, plus en zone agricole qu'en zone urbaine. De la même manière, pour le lindane, vous voyez que ce qu'on fasse de l'air ou des eaux de pluie, on a un profil saisonnier. Pour le diuron, pardon, le même produit qui est appliqué en zone urbaine, on a un profil par contre qui est moins saisonnier parce que il n'y avait pas vraiment de période spécifique d'application. Il y a souvent des applications qui étaient plus longues dans le temps, donc on a un profil qui est il y a moins de saisonnalité. Oui, je vais juste terminer pour vous montrer des mesures qui ont été faites récemment aussi dans l'air intérieur. Donc l'air intérieur, c'est qu'un milieu, maintenant on s'y intéresse quand même de plus en plus pour la qualité de l'air. Donc il y a effectivement beaucoup de composés organiques qui étaient recherchés comme le formaldéhyde et ainsi de suite, qui sont des produits qui sont reconnus comme étant des contaminants de l'air intérieur. Les pesticides, c'est un petit peu moins renseigné, mais on retrouve des contaminations de l'air dans des zones... dans l'air intérieur, pardon, avec effectivement
pas forcément des concentrations plus élevées en zone rurale qu'en zone urbaine. Hein. C'est à peu près des niveaux qui sont à peu près équivalents. Par contre, on a effectivement des augmentations là aussi pendant les périodes d'application qui peuvent être liées effectivement à des transferts de l'air extérieur vers l'air intérieur. Et vous avez aussi des contaminations plus spécifiques de l'air intérieur par tous les produits qui sont utilisés dans ces milieux, comme notamment les traitements du bois pour les logements qui ont des poutres, par exemple, ou alors les insecticides ménagers qui sont utilisés, ou alors les désherbages de jardins d'agrément. On peut retrouver des transferts de ces produits vers l'air intérieur. Voilà, je vous remercie. On m'a demandé de parler environnement contaminé, agriculture urbaine, et je vais particulièrement aborder la question, aborder avec l'angle de Montréal, toujours. Puisque voici à peu près 5 à 6 ans, Montréal a dû faire face à un gros problème. Ils ont fait des travaux à côté d'un jardin communautaire. Ils devaient rénover un centre culturel. Ils se sont rendus compte que le sol était contaminé. De là, ils se sont dit, s'il est contaminé ici, à 2 mètres à côté, l'autre bord de la clôture, il n'y a pas de raison que la contamination arrête à la clôture. Et effectivement, le jardin communautaire était contaminé. La question des sols contaminés est très normée depuis 1986 au Canada. Et autant aussi le transport. Quelqu'un a parlé hier des transports des sols contaminés. On ne déplace pas un sol contaminé au Québec ou au Canada comme on veut. C'est suivi et il faut être traité de bonne façon. Donc, avoir des jardins communautaires pour la Ville de Montréal, c'était comme impossible de laisser ça en suspens. Donc, ils ont dû faire un grand travail de caractérisation et de voir quelle était l'ampleur et de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire aussi pour les jardins. Sans compter, bien entendu, vous comprenez que lorsqu'ils ont découvert que le sol est contaminé, les médias s'en sont emparés. Et il y a eu une crainte dans la population des jardiniers de Montréal. Est-ce qu'ils avaient été contaminés, etc. Donc, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est beaucoup le travail de Monique Beausoleil, direction de la santé publique, et de William Endershot, Université McGill, avec lequel j'ai collaboré. Mais c'est vraiment eux qui ont fait le travail de base. Moi, j'étais plutôt du côté vision citoyenne et de voir comment on pouvait faire pour conserver ces jardins-là sans les fermer et aussi d'essayer de travailler avec eux sur la gestion de cette crise, on pourrait dire, qui a vraiment été difficilement gérée. Mais en fin de compte, le premier jardin, après qu'ils ont découvert que le premier jardin était contaminé, ils l'ont décontaminé. C'est facile, mais ça coûte excessivement cher de décontaminer un jardin. Et très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres jardins contaminés. Et ce qui s'est arrivé en plein fin d'été, en mois d'août, quand ils ont su que le jardin était contaminé, ils ont envoyé des cols bleus, c'est pas de leur faute, mais c'était leur mandat, rentrer dans le jardin, ils ont enlevé toute la récolte, sans jamais parler aux jardiniers. Donc, imaginez la crise que ça a fait, surtout que les gens, ils le cultivaient depuis plus de 20 ans sur ces parcelles-là. Donc, du jour au lendemain, sans leur parler, on arrache l'ensemble. Les gens, en fin de compte, sont arrivés à leur jardin. Il y avait un camion dans lequel on mettait les plants de tomates prêts à être cueillis. Alors là, on a commencé à travailler ensemble pour voir comment on pouvait gérer cette crise-là de risque et faire de communication alentour et de la recherche pour voir si effectivement le problème était si important que ça. Alors, voici 4 photos de jardins, 3 photos de jardins communautaires à Montréal, plus une qui est à Brooklyn. Et là, la question, c'est toujours lequel vous pensez est le plus contaminé. Si vous pensez que c'est celui qui est sur l'asphalte, vous vous trompez. Et c'est un jardin qui n'est pas du tout contaminé et qui est suivi. C'est un jardin, c'est le Red Oak, et qui fonctionne très bien et que ce n'est pas le sol contaminé malgré que c'est directement sur l'asphalte. En fin de compte, il y a 2 jardins contaminés à cet endroit-là. C'est le jardin où il y a le petit garçon qui court et le jardin très luxuriant, juste là, qui est en fin de compte dans les deux, le jardin le plus contaminé de ces deux-là. C'est celui à votre gauche complètement, qui en fin de compte est un ancien dépotoir. Parce que lorsque les programmes des jardins communautaires ont été créés dans les années 70, il faut comprendre que la ville était bien développée, mais qu'il restait encore quelques endroits très grands, très vastes. Ils se sont dit, hey, quel bel endroit pour faire un jardin, c'est libre. Et jamais personne n'a eu l'idée de regarder historiquement qu'est-ce qu'il y avait eu avant. Donc, on a construit des jardins à peu près aux endroits où c'était disponible, mais souvent, c'était des anciens dépotoirs
D'autres endroits où il y a le petit garçon, c'était des maisons résidentielles qui est passé au feu. Donc, c'est pas un endroit historiquement qui doit être contaminé. Avec mon collègue de l'Université McGill, William Undershot, on avait fait des analyses de salades dans ce jardin-là et les salades n'étaient pas contaminées. Donc, il n'y avait aucune raison que ce soit contaminé. Pourtant, c'est un jardin contaminé. C'est le sol qui a été rapporté. C'est un jardin qui a été fait dans les années 80, avant la réglementation, ce qui fait en sorte que le sol qui a été amené devait être un sol contaminé. Mais je reprécise, les laitues, ils n'étaient pas contaminés, elles. Les légumes n'étaient pas contaminés. C'est pas parce qu'un sol est contaminé que nécessairement la production agricole l'est. Différentes formes de contamination ou d'exposition à la contamination pour des jardiniers, bien entendu, via les légumes qui peuvent le prendre du sol. C'est pas toujours le cas. Il y a une question de biodisponibilité de ces éléments-là. C'est possible de fixer des métaux lourds dans le sol, faire en sorte qu'ils ne soient pas disponibles ou moins disponibles pour les légumes. Dépôts de particules, on a parlé pour les pesticides, mais c'est vrai aussi pour les métaux lourds, donc dépôts par l'air. Je ne parlerai pas du tout de pesticides dans le cadre de ma présentation, puisque les pesticides sont bannis au Québec pour l'usage résidentiel et ils sont aussi bannis sur la ville de Montréal. Donc, c'est possible de s'en procurer, mais c'est assez difficile, c'est cadenassé. Et dans les jardins communautaires, ça a toujours été interdit d'utiliser des pesticides. C'était interdit, mais comme c'était en vente, disponible en vente, certaines personnes devaient en mettre, mais depuis que c'est interdit en vente aussi sur le territoire de la ville de Montréal, comme c'est le cas à Paris, je crois, c'est aucune trace de pesticides. Et l'autre élément aussi qu'on a commencé à travailler et sur lequel la direction de la santé publique ne travaillait pas à la base, il était vraiment axé sur les légumes. Je disais oui, mais il y a toute la question aussi des jardiniers qui sont dans le jardin et qui respirent l'air, hein. Donc, l'environnement, l'air qu'on respire peut aussi être une voie de contamination, peut-être des fois plus importante que ce qu'on peut retrouver dans les légumes. Surtout si ce jardin-là se situe à côté d'une autoroute. On parle des jardins ouvriers, en France, c'est assez courant. C'est alentour, pas très loin des autoroutes et autres, et il y a beaucoup de contamination dans l'air. Donc, c'est des voies respiratoires, ce cas-là, et les légumes, eux, n'ont pas vraiment d'importance. Donc, vous avez un lien ici là, pour les travaux de la santé publique. Donc, ils ont fait les métaux lourds et aussi les HAP. Et là, en fin de compte, il faut comprendre que la répartition des contaminants dans les plantes est très variable selon la partie de la plante. Soit ça se concentre dans les racines, soit ça se concentre dans les feuilles ou le fruit. En général, les contaminants vont se rendre dans les feuilles. Donc, si on mange les feuilles, c'est problématique. Donc, pour la laitue, entre autres. La laitue, si elle pousse dans un sol contaminé, elle va généralement avoir 7 fois la concentration du sol, si c'est biodisponible. Et on mange les feuilles de la laitue. C'est la même chose pour la tomate. Les feuilles vont être très contaminées. Par chance, ce n'est pas les feuilles qu'on mange, c'est le fruit. Donc, il y a vraiment cette distinction-là qu'il faut comprendre lorsqu'on travaille sur la contamination. Et à l'initiale, la majorité des travaux, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Samuel qui ont été faits à Berlin, travaillent vraiment sur la contamination du sol. Et un sol peut être contaminé, ça ne veut pas dire nécessairement que les légumes vont être contaminés. Il y a des travaux à faire beaucoup plus importants et pousser plus loin les réflexions, parce que ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on va manger et non le sol sur lequel on est. Malgré qu'effectivement, pour les enfants, les femmes enceintes, le fait d'être en contact avec du sol et de la poussière peut provoquer des problèmes de santé, mais on peut régler facilement dans un jardin communautaire en recouvrant de paille. On recouvre le sol pour éviter qu'il y ait de la poussière. Donc, on ingère par les voies respiratoires ou seulement avec nos mains de la terre contaminée en se lavant le visage avec nos mains sales. Donc, c'est une étude qui a été faite à Toronto par Rod McRae, qui a essayé d'évaluer aussi le risque de contamination, soit par la consommation de légumes ou encore l'ingestion, et pas la consommation de sol. Donc, on voit en bleu, c'est le pourcentage qui provient du sol, et en mauve, le pourcentage qui vient des végétaux. On voit que la contamination par le biais de la poussière et du sol est assez importante. Et là, c'était une évaluation pour les femmes enceintes. Donc, j'en parlais un peu. C'était vraiment une découverte fortuite dans les jardins communautaires.
et on a commencé à faire des travaux, des analyses. En fin de compte, tous les jardins communautaires ont été analysés, ce qui donne une ordre de grandeur de la problématique pour l'ensemble de l'agriculture urbaine à Montréal. Donc, ils sont répartis à travers le territoire. Et la moitié de ces jardins-là étaient aménagés avant 1988. Vous comprenez que tout jardin qui a été aménagé après cette date-là était assujetti à la loi sur les sols contaminés, ce qui en sorte qu'ils devaient être décontaminés à partir du moment où ils étaient aménagés. Ce qui est le cas de tous les parcs, les parcs montréalais, lorsqu'ils sont actuellement aménagés, un nouveau parc devrait être décontaminé à la base, et cette réalité-là est depuis 1988. Donc, plusieurs sites étaient issus dans des anciens sites d'enfouissement, anciens sites industriels, avec beaucoup de remblais. Donc, c'est des choses que j'ai dit. Et c'est aussi, il n'y avait aucun critère pour les potagers. Aucun critère. Est-ce qu'on peut faire du potager et sur quel type de sol on peut faire le potager? Il y avait juste une réflexion qui avait eu lieu. Par définition, les terres agricoles doivent être, on pourrait expliquer rapidement, je vais en parler plus tard, mais peut-être c'est bon d'en parler là. Pour les sols contaminés, il y a différents critères. Critères A, B, C, et l'autre, c'est sol contaminé dangereux. Donc, c'est des types de sols caractérisés selon les concentrations des métaux. A, c'est un sol agricole, donc il n'y a presque pas de contaminants. B, c'est du résidentiel. C, c'est du commercial. Et D, c'est de l'industriel, où là, on ne peut pas construire de maison. Sur un C, on ne peut pas construire de maison. Et logiquement, un parc ne peut pas être construit sur du B. Logiquement. Après ça, il y a des travaux. En général, aussi, un sol agricole doit être A. Mais on n'a fait jamais d'analyse sur le sol agricole. Et les sols en ville sont toujours de catégorie B. Donc là, il y a comme un flou artistique qui n'est pas encore réglé. Le ministère de l'Agriculture n'a pas encore répondu à nos questions à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture professionnelle sur un sol B? Il n'y a pas de loi qui l'interdit, il n'y a pas de loi qui le permet, et le MAPAC ne veut pas se prononcer. Parce que peut-être ça l'obligerait à faire des analyses de l'ensemble des sols agricoles du Québec qui ne sont pas nécessairement sur du A, puisqu'ils sont souvent le long des voies rapides. Donc ça, c'était un peu ce que la direction de la santé publique était prête avec ça. Pas de critères. Ils se sont dit que le critère B devrait être adéquat pour les jardins déjà établis, et ils étaient prêts aussi à faire l'évaluation cas pour cas pour les jardins avec des contaminations plus élevées que B. Donc C, c'est relativement contaminé, mais ils sont prêts à évaluer les cas pour différentes raisons. Donc on va voir les résultats et on va pouvoir analyser le pourquoi on pourrait permettre un jardin sur du C. Donc, vous avez une carte de l'ensemble des jardins qui ont été évalués. La légende est assez simple. Quand c'est vert, il n'y a aucun problème. En jaune, il commençait à avoir un petit problème. Et en rouge, c'était des jardins contaminés qui ont été fermés. Et là, ils ont évalué qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour les réouvrir. Parce que la grosse crainte de la communauté des citoyens, bien entendu, c'est de voir des jardins disparaître. Là, c'était la raison facile de faire disparaître un jardin et de mettre des résidences dessus et des taxes foncières, donc de vendre le terrain au privé. Voilà les résultats. Donc, vous avez les critères. En vert pâle, le critère en dessous de A. Donc, c'est les terres agricoles. B, AB, c'est résidentiel. BC, résidentiel commercial. C, uniquement, c'est du commercial assez lourd, assez contaminé. Et bien entendu, en rouge, c'est contaminé. C'est très, très contaminé. C'est un déchet dangereux qui devait être enfoui dans des cellules hermétiques, etc. Il y a tout un protocole. Imaginez, c'est quelque chose d'assez important. Je ne sais pas si vous voyez les concentrations, vous êtes familiers, mais 8300 ppm de plomb, c'est quelque chose. C'est de la grosse contamination. Quand la DSP a commencé, ils ont fait quelques échantillonnages. Et là, il y avait plein de rouge partout. Même certains jardins auxquels j'ai travaillé, un jardin collectif, ils ont fait faire des analyses et il y avait une concentration de chrome, mais d'une manière incroyable. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, vous devriez être content. Ils disaient, non, c'est contaminé. Ils disaient, oui, mais vu la concentration de chrome, vous avez une mine. C'était incroyable. En fin de compte, le gros problème, et je ne sais pas si Christophe va en parler, mais un problème en ville, c'est les sols sont un peu très mélangés avec beaucoup de choses dedans. Surtout quand il y a des remblais, et si on tombe sur la robinetterie, etc., qui était chromée, et durant l'échantillonnage, il accroche, et là, vous allez avoir une concentration de chrome assez incroyable dans votre échantillon. Donc, vous verrez, à l'initial, la direction de la santé publique a fait quelques analyses, et après ça, ils se sont dit, peut-être qu'on devrait en refaire. Donc, vous avez la figure 3, le tableau 3 en haut, et le tableau 4 en bas, c'est exactement les mêmes analyses, des mêmes jardins. Vous voyez que
le gros 8300 ppm dans Rivard en dessous est plutôt rendu à 220 ppm. Donc, en changeant les analyses, hop, on se rend compte que des fois, la contamination n'est peut-être pas aussi importante que ça parce qu'elle peut être très, très, très localisée. Et si on fait un autre échantillonnage dans le même jardin, juste à côté du trou, du premier trou, ben, la concentration vient de diminuer grandement. Donc, c'est la grande difficulté de travailler sur le sol contaminé aussi en ville, c'est que des fois, les analyses sont dispendieuses, le temps de travail est important, mais il faut beaucoup d'échantillons aussi. Il faut une approche aussi. Et dans ce cas-là, il ne faisait pas une approche, à mon sens, mais il n'y a pas une méthodologie d'échantillonnage adaptée à cette réalité-là, avec une très forte variabilité. C'est plutôt un échantillonnage en milieu naturel, en sol agricole, auquel les gens sont habitués, où la variabilité n'est pas très grande. En sol urbain, la variabilité des concentrations est excessivement importante. Ils ont fait les analyses aussi dans la question des légumes, dans l'analyse de légumes qui ont été poussés dans des sols contaminés. Donc, on voyait, grosso modo, la contamination ne suit pas nécessairement la concentration dans le sol pour différentes raisons. On va beaucoup travailler aussi sur la longueur des racines. Il faut bien que le légume en question aille chercher les contaminants. Donc, vous voyez, au parc Baldwin, la contamination se trouve à 30-70 cm, mais la laitue n'est pas nécessairement très contaminée, enfin, elle est moins contaminée que dans le jardin centre-sud, moitié moins contaminée. Pourtant, les concentrations sont nettement plus élevées. Parce qu'en fin de compte, la laitue et les racines, c'est en surface. Et là, dans ce cas-là, le sol de surface est non contaminé. Donc, on va commencer à faire des comparaisons avec ce qu'on retrouve dans les marchés, avec les recommandations canadiennes aussi de laitue, carottes, tomates, donc 3 types de légumes. Et on voit, par exemple, si on regarde les tomates, les tomates ne sont jamais contaminées, même si on les a plantées dans les sols contaminés. En fin de compte, c'est la tomate, et non le plant de tomate, parce que les feuilles de la plante de tomate doivent être contaminées, mais la tomate ne l'est pas. Là, on parle du plomb. Au niveau de l'autre métaux lourds, c'est à peu près la même chose, à l'exception même de la présence de cadmium dans les graines des tomates. Donc, on voit par exemple que la laitue et les carottes en général sont un peu plus contaminées que ce qu'on retrouve dans les supermarchés, mais en dessous des recommandations canadiennes et européennes de consommation. Est-ce qu'on a aussi, après coup, la DSP avait ce genre de résultats, on a dit, mais là, il faudrait voir qu'est-ce que ça représente au niveau de la contamination globale d'un jardinier. Est-ce que c'est dangereux pour sa santé? Parce qu'à l'initial, ils disaient, ah ben oui, c'est plus contaminé qu'un supermarché, donc c'est dangereux. Ils disaient, oui, mais c'est en dessous des normes quand même. Mais j'ai dit, il faudrait voir quel est le pourcentage d'ingestion au niveau de tous les contaminants. Donc, vous avez dans la 1, 2, 3, 4, 5e colonne, la première où il y a du grisé, la dose moyenne d'exposition au plomb en provenance des légumes des jardins communautaires sur une base annuelle. Et vous avez plus loin, dose moyenne d'exposition au plomb en provenance de toutes les sources à ne pas dépasser. Hein, c'est la dernière en bas. Vous voyez l'écart de risque, c'est 0,0002%. Pas % mais microgrammes par kilo pour les jardins communautaires, mais sur 3,6. Donc, c'est une très faible apport qui vient de la consommation des légumes du jardin communautaire. Ce qui a fait dire, et ça c'est un peu passé sous le radar parce qu'ils ont sorti leur conclusion le 15 décembre 2011, donc 15 décembre juste avant que les gens partent en vacances et que les médias n'ont pas du tout repris. Et la DSP, grosso modo, ce qu'elle a dit, c'est que les résultats indiquent que la teneur en plomb et en HAP ces légumes est inférieure aux recommandations canadiennes et qu'ils recommandent de continuer l'activité sur ces sols-là. Parce qu'en fin de compte, ils ont commencé à regarder l'apport nutritionnel et l'importance de ces aliments-là dans la nutrition pour certains groupes de citoyens, donc majoritairement des populations vulnérables, et ils se sont rendus compte que c'était important. Il faut dire que nous, au Québec, on a l'expérience avec la gestion de la contamination au mercure dans le Grand Nord. Lorsque Hydro-Québec a construit des barrages électriques, ils ont aussi augmenté le mercure dans les populations de poissons. Et les cris mangeaient énormément de poissons. Et à partir du moment où on a dit qu'il y avait du mercure, ils ont arrêté. Ils ont changé complètement leur système alimentaire. Et actuellement, ils ont des problèmes de diabète
de tout type. Donc, ils sont rendus malades en changeant complètement leur alimentation, tandis qu'ils auraient dû continuer à manger du poisson, parce qu'on s'est rendu compte au bout de 20 ans, oui, c'est contaminé, mais la part des contaminants par rapport à tout le reste, du type de contaminants qu'ils pouvaient avoir, et les cris ne sont pas très exposés à la contamination, sont assez loin dans le nord, étaient faibles. Donc, la santé publique au Québec a quand même pris conscience qu'il faut toujours évaluer le risque à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, bien entendu, la Ville de Montréal n'a pas nécessairement la même approche et la Ville de Montréal a des obligations. Alors, ils ont... oui, c'est en plein, ça tombe juste au bon moment. Ils ont finalement décidé de, effectivement, comme la décontamination était impossible, était beaucoup trop cher, on aurait fermé les jardins. Ils ont trouvé des nouvelles approches. Donc, une des approches, c'est vraiment, lorsque le sol n'est pas trop contaminé, c'est vraiment de simplement rehausser, hein, de mettre une membrane géotextile, un peu comme, là j'ai mis la photo de Red Hook, parce que c'est pas très, c'est les photos des jardins communautaires qui ont été réhabilités comme ça, c'est pas très impressionnant, on n'a pas l'impression qu'il y a une différence. Donc, une membrane géotextile remet du sol, 12 pouces, ce qui fait 25 cm de sol, et de continuer la culture dessus. Surtout que pour la majorité de ces jardins-là, la contamination se trouve à plus d'1 mètre. Donc, il y a déjà par-dessus le mètre, le sol contaminé, 1 mètre de sol non contaminé. À d'autres endroits, et là, c'est la photo pour vous de gauche, en haut, ils ont tout simplement rehaussé le sol. Donc, ils ont coupé l'accès des légumes au sol. Donc, ils ont mis une membrane géotextile, mais une géomembrane qui est beaucoup plus résistante. Et ils ont recréé par-dessus 90 cm, enfin, ça devait être 90 cm de sol, mais finalement, c'est plutôt 16 cm de sol. Mais ça, vous avez entendu parler de Montréal, les enveloppes brunes, etc. Mais je pense que ça fait partie de ça. Ça a coûté relativement cher pour 2 jours de travail d'ouvriers. C'est fait assez rapidement. Et ils ont un peu coupé sur le coût de sol. C'était peut-être l'élément le plus cher, donc ils ont mis moins de sol, ce qui pose un problème aux jardiniers. Vous voyez, les jardiniers de ce jardin-là ne sont pas très contents parce que les carottes, c'est un peu dur à faire pousser dans si peu de sol. Tandis qu'ils devaient avoir 60 cm de sol. Et l'autre approche aussi, c'est de dire le faire hors sol, en bac, en sac, etc. On a les technologies, on commence à redévelopper. C'est sûr que c'est souvent contre-intuitif de dire on va faire sur des sols la culture en bac. En général, on va le faire sur des dalles de béton, sur des toits. Mais et ça, c'est des exemples qu'on a ici sur des toits. Mais de recréer, en fin de compte, avec des sacs à relativement faible coût, des jardins, qui va poser la question d'où vient le substrat, mais il faut relever les défis un à la fois, mais ça a permis à conserver finalement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 12 jardins contaminés, aucun ne sera fermé pour ces raisons de contamination. Et bien entendu, un des jardins a été perdu, mais pour d'autres raisons, parce que la nouvelle politique à Montréal, c'est de mettre logements sociaux contre jardins communautaires. Alors, c'est un peu difficile de dire non, il faut absolument des jardins communautaires quand ils mettent des jardins sociaux dessus. Mais bon, ça, c'est un cas en centre-sud qui va fermer. C'est un tout petit jardin. Et, enfin, les jardiniers sont très déçus parce que dans les logements sociaux qui vont être construits sont juste à côté. Et ce qu'il va y avoir sur le jardin, c'est un stationnement. Alors, c'est un peu... et voilà. C'était la fin. Quelques questions de précision peut-être ? On parle de utilisation de bacs et de sacs. Est-ce qu'il y a une contamination possible par le matériel utilisé pour fabriquer ces bacs? Je ne sais pas, je pensais au bisphénol, des choses comme ça. Bonne question. Ça dépend de quel bac tu vas utiliser. Les sacs géotextiles, c'est non, pas vraiment. Où effectivement, il y a des HAP, mais c'est la technologie utilisée, entre autres pour ces sacs-là, c'est breveté aux États-Unis, c'est les SmartPot. C'est la technologie éprouvée pour ne pas contaminer. C'est une technologie utilisée dans les serres de grande production. Et qui sont assujettis aux lois agricoles, l'USDA, je pense, aux États-Unis, et le MAPAC au Canada, au Québec. Donc, ceux-là, non.
les bacs gris qui sont à côté aussi sont développés spécifiquement pour l'agriculture, mais effectivement, après ça, il y a plein de gens qui utilisent d'autres types de bacs. Biophenol, c'est quand même peu courant dans les bacs utilisés comme ça. C'est souvent des bacs alimentaires qu'on va utiliser, c'est des contenants alimentaires. Mais le gros défi, c'est au soleil, ils se dégradent. Et là, on n'a pas d'analyse de voir jusqu'à quel point on peut avoir une contamination du sol à l'intérieur du bac et comment ça va contaminer la plante. Il faut comprendre que là, c'est la chaîne. Là, et un coup que la plante est contaminée, est-ce que c'est le fruit, est-ce que c'est les parties qu'on consomme? Il y a quelques personnes qui ont fait des analyses sur des légumes poussés en bac, il n'y avait aucun contaminant. Mais la question, c'est sur le long terme, est-ce qu'au bout de 10 ans, si on utilise toujours les mêmes bacs, personnellement, je dirais qu'il n'y a pas peu de risques. Mais il y a l'autre question environnementale, d'où viennent les bacs, quand ce n'est pas des bacs recyclés de choses qui existent déjà. Est-ce qu'on crée des bacs pour ça? Mais c'est toute la chaîne énergétique et autre qui est évaluée. Et le substrat qui est à l'intérieur, quand on prend du sol de l'extérieur, on ne crée pas notre propre substrat urbain. Ça pose aussi les questions de où viennent au niveau impact environnemental, écologique, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, entre autres en France, qui travaille sur ces questions-là, de développer des nouvelles approches pour réduire l'impact écologique de ce type de culture-là. Oui, moi, tu m'entends parce que j'arrive pas bien à causer. J'aurais deux questions. L'une, c'est qu'est-ce qui amène les autorités à choisir un système plutôt qu'un autre dans le remplacement, bac contre géomembrane ou contre géotextile, etc. Et ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est, tu nous dis donc finalement l'exposition des consommateurs, enfin des jardiniers consommateurs au plomb, par exemple, est pas très forte du fait alors, du fait finalement de quoi? Du fait qu'ils consomment peu globalement à partir du jardin, ou du fait qu'ils ont d'autres sources de contamination qui relativisent cette source provenant du jardin? Parce que, comme tu sais, on travaille dessus aussi ici et on est intéressé par ça. En fin de compte, on estime que la consommation de fruits et légumes des jardins communautaires pour les gens, ça représente 20% de leur consommation. À mon sens, qui est surévalué pour certaines tranches de la population et sous-évalué pour d'autres, entre autres les nouveaux immigrants au Québec, dont une bonne partie de leur alimentation en fruits et légumes provient de leurs parcelles et ils sont très, très productifs. Ils ont des parcelles excessivement productives. Savoir-faire incroyable. Des fois, je suis jaloux. Et enfin, en plus, j'utilise des plantes comme l'amarante qui est très productive et très nutritive. Donc, c'est à peu près ça, je dirais, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres sources de pollution alimentaire dans l'air. Et dans le cas présent, on n'a pas considéré le risque de contamination par les voies respiratoires. Et beaucoup de citoyens vivent alentour de voies rapides, etc. Et bon, ça fait partie de la réalité. Même récemment, ça me permet de parler, récemment, il y avait un projet, un gros projet de réaménagement de la voie rapide, ce qu'on appelle l'échangeur turco à Montréal. Et le ministère des Transports avait la super bonne idée de dire on va mettre un jardin communautaire, pas le faire accepter, juste à côté. Bien entendu, il y a un tollé en disant les gens, c'est là, il faut comprendre, je ne sais plus combien, je sais pas, quelqu'un peut m'aider, c'est 800 000 voitures par jour, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est un gros, c'est ça serait le système névralgique pour le transport c'est le système névralgique pour le transport à Montréal. Et on augmente la circulation à ce niveau-là et on veut mettre un jardin communautaire juste à côté. Et là, bien entendu, tout le monde disait c'est pas une bonne idée. Moi, je disais c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. C'est peut-être pas un jardin communautaire qu'il faut mettre, par exemple. Il faut peut-être mettre des choses ou des endroits où les personnes n'iront pas souvent. Parce qu'en fin de compte, les aliments ne risquent de pas être contaminés. C'est les gens par des voies respiratoires qui vont l'être. Donc, si on met en place des vergers où les gens n'ont pas à aller souvent, on troupe de production où les gens y vont 3 fois par année, peut-être qu'on pourrait faire une zone tampon verte utile. Mais il faut y réfléchir, il faut développer à ce niveau-là. L'autre question, et c'est cet acétate-là, en fin de compte, ça va dépendre du niveau de contamination. Et où se situe le niveau de contamination? La profondeur qui va faire en sorte qu'ils vont choisir un ou l'autre. Et je dois vous avouer que pour l'instant, ça s'est plus ou moins posé. Les groupes de citoyens se sont assis, ont eux-mêmes dit ce qu'ils voulaient faire, et en général, ça a été relativement facile et standardisé. La Ville de Montréal a tendance à appliquer d'une façon ou d'une autre, dès qu'ils ont les moyens, d'appliquer la solution que vous avez vue de rehausser le sol, de mettre la géomembrane, tout simplement. Le géotextile a été appliqué à un seul endroit, mais parce que c'est le groupe de citoyens qui ont décidé de
de réouvrir beaucoup plus rapidement le jardin parce qu'ils ne voulaient pas le faire fermer. Donc, ils ont fait cette approche-là de faire des bacs qui a été payés par l'argent du président du jardin. Donc, c'est eux, en fait, c'est les Rivards. Et eux, il faut comprendre que ce jardin-là est en plein cœur du plateau Montréal. C'est l'un des quartiers les plus denses au Canada, avec une spéculation foncière incroyable parce que les terrains se vendent à un prix fou. Donc, eux, ils voulaient sécuriser très rapidement leur terrain. Mais c'est le même cas dans l'autre jardin qui est très haussé. Il a été fermé un été. Et l'été où il était fermé, la direction de santé publique ne voulait pas le réouvrir. Il y a des citoyens qui ont mis des bacs, qui sont arrivés rapidement avec des bacs, l'ont mis un peu partout sur le terrain pour cultiver, pour être sûr que si quelqu'un venait, mais il arracherait quelque chose. Donc, pour avoir quelque part, dire on l'occupe toujours, on est toujours là. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, même si ce n'était pas décontaminé, ils ont réouvert le jardin parce qu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas de danger. Mais c'est légal, hein? La ville ne peut pas laisser ses citoyens cultiver sur des sols contaminés, même s'il n'y a pas de risque. C'est au niveau légal, ils n'ont pas le contentieux, les avocats ne laissent pas faire ça. Parce qu'après ça laisse place à toutes sortes de possibilités de recours si quelqu'un attrape un cancer, pourrait dire que c'est à cause du jardin communautaire, etc., parce que c'était contaminé. Mais bon, il y a fort peu de chance, surtout qu'on a d'autres sources de contamination. Ça répondait, Christine? Oui, tu parles beaucoup d'autoroutes et de routes. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les bords de voies ferrées? Là, le jardin en question était sur le bord d'une voie ferrée. Et les contaminants, les voies ferrées actuellement, c'est le créosote qui va utiliser, et eux, ils ont le droit encore, c'est les seuls qui ont encore le droit d'utiliser des herbicides. C'est plus facile. Tu passes avec un camion, mais on ne trouve aucun résidu de pesticides dans le jardin parce qu'en fin de compte, les contaminants, la façon qu'est dispersé les contaminants, c'est vraiment dispersé par en dessous et ça ne touche pas la nappe phréatique n'est pas assez près pour que ça touche, ça contamine le sol. Et pourtant, c'est des voies ferrées qui datent de très longtemps. Et au niveau de la poussière, etc., en général, l'avantage, on parlait des matières particulières fines, plus que tu es près, souvent, moins tu as de danger de recevoir les particules fines parce qu'ils vont partir plus loin. Donc, c'est ça. Et en général, les voies ferrées qui sont en ville ont quand même un mur de protection de végétaux. Dans le cas de ce jardin-là, il y a une petite forêt d'à peu près 5 mètres de large, très haute, qui coupe aussi beaucoup de la poussière. Mais il n'y a pas de liens qui ont été faits directement. On n'a pas de temps. En même temps, c'est qu'on n'a pas beaucoup de voies ferrées au Canada. Oui, parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a eu toute une période avec le chemin de fer au charbon de bois, etc. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu des études. Mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de charbon de bois, mais on est au mazout. Mais est-ce que ça reste dans les sols? On n'a pas. Mais là, à Pointe-Saint-Charles, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de. C'est des zones industrielles assez importantes dont on retrouve des scories c'est assez facile de voir un sol contaminé. On le prend puis on regarde s'il y a des métaux de construction, etc. Et c'est assez courant. Et on a fait des années de légumes dans différents jardins individuels et à chaque fois, les légumes n'étaient pas contaminés. Parce qu'en général, les gens ils conservent un pH aussi qui fait en sorte que les métaux ne sont pas biodisponibles. Donc après ça, au niveau des HAP, c'est une autre paire de manches, mais c'était pas le grand danger. Il y a aussi une analyse des HAP qui a été faite aussi. Les concentrations étaient minimes par rapport à ce qu'on mange quand on mange du barbecue. Donc la DSP a tendance à relativiser en disant, regardez, il faut aussi relativiser les choses. Donc après ça, je sais que les gens de la santé publique ont des fois ils vont plus loin que moi et c'est simplement, il faut que ce soit innocuité totale. Donc c'est ça. Mais c'est entre les deux et de là, il faut que les gens faut qu'ils soient bien informés. Il y a des gens qui ont besoin de manger. Hein. Et moi, je reviens toujours à ça. En général, l'agriculture urbaine en ville, intramuros, c'est vraiment pour les populations vulnérables, on en a vraiment besoin. Je sais que je ne sais pas si je pense pas à vous mentionner hier, mais des discussions qu'on a eues sur un examen doctoral d'une étudiante et il y avait une des personnes à l'évaluation qui disait oui, mais pourquoi on fait l'agriculture urbaine? Ça n'a aucune importance au niveau de la sécurité alimentaire. On peut acheter ses aliments au supermarché. Là, je dis, mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Moi, je vis dans un quartier pauvre. Je connais du monde qui ne sont pas capables de s'acheter des légumes. Il faut qu'ils s'achètent de la junk food parce que c'est ça qui est moins cher. On boit du Coke parce que c'est nettement moins cher que tout le reste. Donc, on développe aussi des mauvaises habitudes alimentaires, mais c'est une réalité de pauvreté qui existe dans nos pays occidentaux. Certaines personnes des universités ont tendance à l'oublier, mais la pauvreté existe. Il y a du monde qui ne sont pas capables de manger à leur faim. Au Canada, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim.
On va peut-être prendre les 2 dernières questions qui attendent depuis un moment avec des réponses brèves et puis faire la pause, sinon il n'y aura pas de temps pour les communicants suivants. Bonjour, j'ai 2 questions. Donc, vous avez parlé de la contamination par l'air, mais est-ce qu'il y a aussi un risque de contamination par l'eau? Par exemple, par l'eau pluviale qui tombe sur le toit et qui en effet lave les toits de polluants. Donc, spécialement pour les surfaces plus grandes, pour les jardins plus grands, est-ce que ça peut risquer une espèce de contamination ou est-ce que c'est effet négligeable? Donc, c'est une petite... Pour l'agriculture urbaine, c'est un avantage. Pour la gestion de l'eau, c'est un désavantage. L'eau à Montréal, ce qui tombe sur les toits, est récoltée directement avec un drain central sur la maison et s'envoie directement dans les égouts. Alors, l'eau pluviale, c'est pas un problème. C'est tout récolté dans un seul égout en plus. Donc, tout est mis ensemble. D'accord. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une évaluation continue ou des contrôles réguliers, spécialement pour les projets publics, qui peut garantir la sécurité des jardiniers? Donc, un contrôle permanent ou... Non, il n'y a pas de contrôle permanent des jardins communautaires. À partir du moment qu'ils considèrent qu'ils ont été décontaminés, il y a peu de chances qu'ils soient recontaminés rapidement. Parce qu'on connaît les concentrations atmosphériques de contaminants, mais pas. Mais ce qui est clair qu'actuellement, et c'est le des grands défis, là, pas le défi, mais c'est ce qu'on recommande aux jardins collectifs, c'est tout nouveau jardin, ce que je leur dis, c'est pour trouver un site qui a été aménagé après 1988. Tout terrain auquel on a bâti après 1988 a été décontaminé à la base. Alors, toutes les institutions, etc., c'est non contaminé. Donc, il y a encore beaucoup de terrains de ce type-là. Il faut seulement convaincre les personnes à qui appartient ces terrains-là de laisser faire. Parce que c'est une obligation légale. Là, on a un problème qui date des jardins qui datent des années 70. On a l'avantage d'avoir les premiers jardins, dans les premiers jardins urbains, il y a un des plus importants programmes, mais il est ancien, donc les règlements sont apparus après coup. Mais là, les nouveaux jardins qui sont créés, il y a eu 3 jardins communautaires qui ont été créés à Montréal-Nord récemment. Ils sont tous sur des terrains non contaminés. Parce que par définition, à la base, c'est légalement, on doit faire ça. Une dernière question en haut. Oui. J'avais une question sur la durée de vie des géomembranes et des géotextiles. La durée de vie des géotextiles est relativement courte. La géomembrane qui est utilisée, qui provient de Toronto, elle est garantie 40 ans. Ce qui fait en sorte que la durée de vie est plutôt de 100 ans. Parce que les compagnies ont tendance, donc la durée de vie est très, très, très grande. Mais pour moi, c'est une obligation légale demandée par le ministère de l'Environnement. Mais étant donné qu'on rajoute, il faut comprendre que le système-là avec la géomembrane, c'est qu'il y a la géomembrane, et après ça, il va y avoir de la poussière de roche compactée. Après ça, il y a une autre couche de petites roches pour le drainage. Et après ça, et il y a différentes couches. Et après ça, on arrive au sol. Ce qui fait en sorte que même si la géomembrane finit par lâcher, il y a peu de risques. Il faut comprendre que les gens ont toujours l'impression que les métaux lourds, ça va se déplacer, que c'est des êtres vivants qui se déplacent. C'est pas le cas. Donc, en général, s'ils se déplacent, ils vont suivre les écoulements d'eau, du ruissellement. Et bien entendu, quand on arrive à des endroits où il y a des sécheresses, l'eau peut remonter vers la surface, mais dans un jardin communautaire, tu as tendance à mettre de l'eau en permanence. Donc, c'est plutôt l'inverse. Le drainage des métaux lourds va se faire vers la nappe phréatique. Et justement, vous faites la transition sur ma autre question, qui est du coup, est-ce qu'au Canada, il y a aussi des puits qui sont installés dans les jardins communautaires? Parce qu'à Strasbourg, c'est dans toutes les parcelles, il y a des puits, et puis à certains endroits, les jardiniers n'ont plus le droit de pomper leur eau parce qu'elle est la nappe est contaminée en dessous, ce qui du coup recontamine le sol, et puis on n'en finit pas, quoi. Non, pas du tout. Tout est raccordé au système d'eau d'aqueduc de la ville, puisqu'on ne paie pas l'eau. À Montréal. Enfin, on paie l'eau, mais pas à l'utilisation. Et effectivement, si on utilise la nappe phréatique, ça poserait un gros problème. C'est dans plusieurs quartiers industriels, la nappe phréatique est hyper contaminée. Donc,